Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la maire, chère Nathalie, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus régionaux, Mesdames, Messieurs les élus départementaux, Mesdames, Messieurs les présidents de département, cher Christian, cher Jean-Luc, Monsieur le préfet, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, bienvenue en Bretagne. Bienvenue en Bretagne, merci Monsieur le Premier ministre d'avoir trouvé le temps, à quelques jours, quelques heures de la période de réserve annonciatrice des élections présidentielles, pour signer ce contrat de plan État-région et notre convention pour la transmission des langues que nous avons signée il y a quelques minutes, convention que nous avons négociée ces 2 dernières années avec une belle accélération que nous vous devons ces dernières semaines. Quelques mots pour commencer sur la convention sur nos langues régionales. Nous venons de la signer à l'école Jacques Prévert en présence de Madame la maire. Ma première tentation pour parler de cette convention était de vous parler de la Bretagne, nécessairement, de vous dire à quel point nos langues parlent à nos cœurs. Mais très vite, je me suis souvenu de votre parcours, et vous l'avez rappelé ce matin, de votre propre identité, de votre propre enracinement territorial. Et de fait, je sais combien, finalement, nos cœurs battent à l'unisson pour nos cultures, nos territoires, nos langues, à quel point elles sont présentes dans notre environnement, dans nos rues, dans nos stades, dans nos gares, dans nos festivals, à quel point nous sommes prêts à nous battre pour les sauver, pour les faire vivre, pour les développer. Nos langues sont une cause régionale ici comme ailleurs, et cette cause réunit toute la Bretagne historique, au-delà de toutes les étiquettes politiques, au-delà du territoire où l'on vit, au-delà de son milieu. Et finalement, en parlant de nos langues, je parle de la France. Je parle de la France, car ces langues sont partout dans notre beau pays, et si je prolonge, ces langues sont partout dans le monde, partout dans notre vieille Europe, d'est en ouest, de nord au sud, sur nos îles, partout, des Bretons parlent leur langue, la font vivre, enrichissent leur patrimoine avec ce morceau de culture supplémentaire, cette richesse immatérielle. Et quand je parle breton, j'ajouterai le gallo, bien entendu, puisque la spécificité de cette convention, c'est que pour la première fois, nous aurons ajouté le gallo au breton dans cette convention. Langues à égale dignité, qui doivent être, encore une fois, maintenues en vie, développées, utilisées partout dans nos territoires. La France est une France de la diversité, et rien de mieux que les régions, que les territoires, que les langues pour faire vivre cela. Cette France du lien entre les générations, c'est ce qui nous permet aussi de vivre ensemble, encore une fois, avec cet engagement de faire vivre le lien commun au travers des générations, je le disais, de faire un lien entre l'histoire que nos aînés ont vécue et l'avenir que nous préparons. Cette France à l'identité composite, ouverte, qui s'enrichit à chaque instant de la diversité, cette France que nous avons vue ce matin, que nous voyons partout en nous promenant, en voyageant, c'est ce qui nous fait nous sentir pleinement ici en Bretagne, pleinement et profondément bretons, français et européens. Cette France dont le français s'enrichit de mots ou d'expressions directement issus de nos langues régionales. J'imagine que vous saurez nous donner des exemples dans la vôtre, dans celle que vous visitez régulièrement, mais qui sait que goéland, dolmen, menhir provient du breton, qui sait que califourchon vient du breton, et ce n'est pas ici, devant cette assemblée, que je vais vous donner la traduction. Ma conviction, certains la connaissent, ma conviction, mais vous la partagez, Monsieur le Premier ministre, est que le sujet des langues régionales n'est pas qu'un sujet linguistique, n'est pas qu'un sujet culturel. C'est un sujet qui touche au cœur de ce qu'est notre pays. Faire vivre nos langues, c'est faire vivre la France dans ce qu'elle a de meilleur. C'est finalement faire la République moderne à laquelle nous aspirons. C'est cela notre conviction, et c'est en cela que la convention que nous avons signée ce matin est une étape supplémentaire importante pour l'avenir, car nous ne serons pas jugés sur les euros que nous allons mettre les uns les autres, même s'il en faut. Nous serons jugés sur le nombre de locuteurs qui, dans les 3 réseaux qui font vivre le breton dans nos écoles, Diouiez, Diwan et Diouaskel, c'est grâce à ces réseaux que la langue se vit, se partage et résonne dans les murs des écoles pour ensuite résonner dans l'ensemble de nos territoires. J'ajoute à ces partenaires, d'autres partenaires ô combien importants, l'Institut de la langue galaise, bien entendu, l'Office public de la langue bretonne, cher Paul Molac,
et aussi les partenaires que sont les universités qui permettent de préparer les enseignants de demain. Préparer les enseignants de demain, ô combien indispensable pour faire en sorte, encore une fois, que nos jeunes Bretons, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le souhaitent, qui soient nés en Bretagne et qui soient arrivés en Bretagne, puissent acquérir ces compétences de Bretons, de Gallo. C'est cela l'engagement qui est le nôtre, dans la sérénité. Et cette convention est encore une fois une des étapes importantes que nous avions à franchir. Merci, Monsieur le Premier ministre, de votre engagement personnel sur ce dossier, ainsi que tous ceux qui s'y sont engagés, y compris les parlementaires qui nous ont accompagnés dans ce dossier. C'était important, je crois, de pouvoir signer cette convention en même temps que le contrat de plan État-région. Contrat de plan État-région, finalement, je préfère l'appeler contrat de plan État-Bretagne, parce que s'il y a le logo de la région Bretagne ici, c'est finalement au nom des collectivités de Bretagne que je le signe. Au nom des collectivités de Bretagne qui sont ici dans les premiers rangs et que je salue, ces collectivités de Bretagne qui ont travaillé d'arrache-pied pendant ces 2 années à mes côtés, ensemble, pour faire l'équipe de Bretagne des élus locaux et être capable de discuter, d'échanger, de travailler avec Monsieur le Préfet et ses équipes. Je le salue et je le remercie pour son engagement. Et je devrais dire les préfets, puisque nous avons commencé la discussion avec la préfète Kiri avant de continuer avec le préfet Berthier, que je salue et que je remercie pour sa disponibilité. Les élus de Bretagne ont travaillé d'arrache-pied dans des conférences territoriales de l'action publique, qui ne sont pas qu'un mot. Elles ont finalement été un peu inspirées de la méthode bretonne et qui ont été prolongées dans d'innombrables réunions d'échanges, de travaux, permettant de fixer nos priorités, fixer les actions sur lesquelles nous voulions, dans nos territoires, engager les euros de l'État, engager les euros de la région, mais aussi engager les euros des collectivités, départements, métropoles, agglomérations ici représentées. Beaucoup de Bretonnes, beaucoup de Bretons verront les effets directement dans leur vie. Et finalement, c'est ça qui est important. Que vont ressentir nos concitoyens? Que vont-ils vivre comme différence, comme modification avec ce contrat? Nous allons vivre des effets très concrets dans les territoires. Nos campus universitaires, partout en Bretagne, pourront investir, pourront réaliser des travaux, que ce soit pour la performance énergétique, mais aussi pour l'excellence des formations qui y sont prodiguées. Les entreprises, les marins-pêcheurs, les agriculteurs, tous les acteurs qui font la société verront des actions concrètes avancer, sans savoir que c'est grâce finalement au travail qui a été réalisé ces 2 dernières années et à ce contrat que nous signons aujourd'hui. Mais pourtant, il faut le dire, la finalité, c'est bien cela, c'est nos territoires, c'est nos concitoyens, ce sont nos entreprises et les emplois qu'elles créent sur nos territoires, c'est cela qui nous motive tous et sur lequel nous avons travaillé d'arrache-pied ces dernières années. Lorsque les discussions sur ce contrat ont commencé, il y a 2 ans, nous étions loin de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a 2 ans, le Covid n'avait pas encore frappé. Il y a 2 ans, la guerre en Ukraine n'avait pas fait ses premiers morts et diffusé l'angoisse sourde supplémentaire que nous vivons dans les territoires. Il y a 2 ans, nous n'étions pas encore rentrés dans le Brexit. Et pour la Bretagne, vous savez combien, Monsieur le Premier ministre, cela a généré, comme ailleurs en Europe, des chocs importants. Et nous n'avons pas dévié de notre ligne. Nous n'avons pas dévié de notre ligne, convaincus que nous devons continuer à tracer un cap, à définir une route qui est encore une fois construite ensemble, mais qui respecte les singularités et les respects de chaque hémicycle, départementaux ou locaux, pour faire en sorte de préparer l'avenir tout en gérant la crise à vos côtés, aux côtés de l'État, chacun à notre place et chacun dans nos compétences, gérer la crise pour faire en sorte d'être au rendez-vous, équipe de France des élus, du service public, aux côtés de l'État. Et je crois que nous avons réussi à montrer que nous étions capables, encore une fois, d'unir nos forces et de, dans la tempête, faire en sorte de garder un cap et de garder une ligne. Ça me semble important et si ces événements nous ont beaucoup secoués tous et qu'ils secouent encore beaucoup nos concitoyens, même si aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir parler et de nous réunir sans masque, nous avons à tirer quelques leçons de ces fonctionnements de ces 2 années. Des leçons qui, forcément, sont à méditer, sont à mettre sur la table pour échanger, pour préparer l'avenir, avec humilité. Avec humilité parce qu'on ne pourra pas recommencer comme on l'a vécu et parce que nous savons que nous n'avons plus le temps d'attendre la fin des réserves de pétrole pour envisager l'avenir, que nous n'avons pas le temps d'attendre le bout du bout et d'être dos au mur pour pouvoir bouger face à la crise climatique. Et puis, bien entendu, nous ne pouvons pas attendre pour investir dans notre souveraineté alimentaire, industrielle, énergétique, voire même sur les sujets de santé. Cela a été largement dit dans la période de crise Covid. Sur l'énergie, permettez-moi de saluer les engagements que vous avez pris hier sur l'éolien flottant. La Bretagne y est très sensible
et je me risque de citer cela aujourd'hui, alors que je sais que les marins-pêcheurs sont dans une situation d'inquiétude au regard de la situation sur les prix du gasoil. Mais je crois que nous devons réaffirmer que la Bretagne, comme d'autres régions maritimes, doit prendre sa part dans ce sujet des éoliennes en mer, ce sujet de l'éolien flottant. Et que nous devons le faire en gardant en tête, encore une fois, que nous voulons et la pêche et les énergies renouvelables et la filière industrielle et les emplois qui vont avec. Et c'est pourquoi les annonces que vous avez faites hier permettent de clarifier encore une fois la position du gouvernement et de redire combien nous devons là aussi jouer groupé. Cela fait 10 ans que nous travaillons, cher Jean-Yves, sur le sujet du champ éolien de Saint-Brieuc. 10 ans et on n'a pas encore une éolienne en mer. Je pense que ces sujets-là doivent nous faire aussi réfléchir à notre organisation, à l'organisation de notre pays, à l'organisation de la relation et de l'interaction entre les collectivités locales et l'État, pour faire en sorte de ne pas désespérer les élus qui restent quand les gouvernements passent, ou désespérer les pêcheurs qui restent et qui ne comprennent plus pourquoi ils ont accepté quelque chose il y a 10 ans, ce qui est une éternité pour eux. Certains d'entre eux étaient même mineurs lorsque la décision a été prise. Ce sont des beaux chantiers sur lesquels nous ne sommes pas désespérés, ni abattus, ni découragés. Et les annonces que vous avez faites hier nous permettent de dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous y prendrons notre part nécessairement. Le contrat que nous allons signer dans quelques instants ne répondra que d'une manière très infime et indirecte à 2 grands défis. Et je me dois de les évoquer devant vous. Le sujet agricole d'abord, parce que c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup d'échanges et qui ne fait pas partie du contrat de plan État-région pour des raisons qui ont été déjà exprimées et je les ai acceptées, et aussi pour le volet maritime, ce volet maritime essentiel pour la Bretagne. Pour ce qui concerne le volet maritime, vous le savez, j'en avais fait une condition sine qua non et indispensable à la signature de ce contrat. L'avoir obtenu n'est pas rien, ça permet de confirmer le dialogue entre la région, l'État, l'ensemble des acteurs, d'affirmer que la conférence régionale mer et littoral est le bon outil pour planifier nos actions et nos ambitions, de faire en sorte de confirmer la région comme une interlocutrice essentielle pour travailler sur ce sujet, mais je le redis avec les autres acteurs, en assemblier de la concertation et du débat public avec les collectivités locales, avec les citoyens, avec les professionnels de la mer. Et nous avions besoin de travailler ce volet, nous avions besoin de faire en sorte qu'il puisse nous permettre de répondre à nos ambitions, y compris dans le développement de nos ports. Dans le développement de nos ports que nous avons récupérés de l'État il n'y a pas si longtemps que cela, et dans lesquels nous avons encore des millions d'euros à investir. Je le dis devant le maire de Brest, nous avons des dizaines de millions d'euros à mettre sur nos ports pour travailler à la décarbonation. Tout n'ira pas à Brest, monsieur le maire de Brest. Pour décarboner ces ports, pour continuer à investir, pour continuer à préparer l'avenir. Et nous avons obtenu une mobilisation de l'État à hauteur de 34 millions d'euros dans ces sujets, 34 millions d'euros sur le volet maritime. Je sais que nous vous le devons, je sais votre implication personnelle pour débloquer ce dossier difficile et je me dois de vous remercier ici très sincèrement. Cela nous donne des perspectives à moyen terme, même si, je le redis, les urgences, là, nous rappellent que nous avons des décisions à prendre dans les heures, dans les jours qui viennent. L'État, je le sais, est à la manœuvre sur le sujet et les régions seront là, même si, je le redis, et j'en reparlerai tout à l'heure, nos moyens sont forcément plus limités que la capacité de l'État. Ce contrat garantit aussi des moyens significatifs pour nos universités bretonnes. Pour nos universités bretonnes, car l'excellence de la recherche et de la formation est une réponse de long terme à tous les défis qui sont face à nous. Et il était impensable, bien entendu, de ne pas avoir un volet enseignement sup-recherche à la hauteur des ambitions que nous avons. L'excellence est dure à atteindre et encore plus dure à maintenir. Il faut des moyens et il y en a dans ce contrat. Il y en a dans ce contrat et plus précisément, puisque nous l'avons décliné en octobre, nous avons un volet enseignement recherche, enseignement supérieur recherche, qui à lui seul, mais je ne voudrais pas vous donner des regrets sur vos derniers arbitrages, aurait obligé finalement la signature de ce contrat de plan État-région. 400 millions d'euros pour nos universités. Je salue l'engagement des 2 métropoles, je salue l'engagement des agglomérations qui portent des établissements d'enseignement supérieur sur leur territoire. Et je salue les départements, cher Christian, cher Jean-Luc, et à travers vous, les 2 autres collègues absents ce matin, qui se sont engagés pour apporter une part de financement significatif à ce contrat. Départements, régions, collectivités locales, nous avons été au rendez-vous, l'État est à son rendez-vous, et ces 400 millions d'euros-là qui seront apportés pour financer ce plan massif en faveur de la vie étudiante, en faveur de nos campus, en faveur de notre appareil de formation. C'est une dynamique forte pour la recherche en Bretagne, c'est une modernisation de notre appareil d'enseignement supérieur, c'est un grand pas
pour la rénovation thermique des bâtiments. Bref, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied depuis des années. Et ce contrat de plan région, en plus des projets de France Relance, permet d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Et bien entendu, c'était attendu. Je remercie chacun et bien entendu les présidents d'université ici présents qui ont pris leur part dans le débat et qui ont permis de construire un projet qui soit équilibré et cohérent à l'échelle de la région Bretagne. Ce contrat de plan est un outil qui ne résume pas à lui seul tous les partenariats que nous avons avec l'État. Comme je l'ai dit, et même si j'entends que nous aurions pu avoir plus, que nous aurions pu négocier plus durement, que nous aurions pu faire durer encore le plaisir, voire que nous aurions pu attendre le gouvernement d'après, voir celui d'après, voir celui d'encore après, moi je dis que ce contrat est significatif. Je dis que ce contrat est significatif, quasiment 1 milliard d'euros pour les années qui viennent, qui s'ajoutent et complètent d'autres engagements déjà pris dans le cadre du plan de relance, du contrat pour l'action publique, du pacte pour l'accessibilité, j'y reviendrai, et du très haut débit. Il ajoute à ce mandat régional, une année supplémentaire d'investissement. Alors, oui, ce n'est pas le contrat du siècle. Il nous manque le volet mobilité. Point de jalousie pour Carole Delga, une belle signature hier, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et par contre, il flèche des moyens importants et utiles pour la région sur tous les sujets. Et en soi, il était nécessaire de le signer. De le signer parce que le moment était venu et parce que, dans l'arbitrage qui était le nôtre, nous avons décidé d'aller au bout dans l'engagement et de l'accord qui avait été négocié. Je le disais, le volet mobilité reste un sujet sensible et important. Un volet sensible et important, vous avez ouvert à Montpellier, lors du congrès des régions, le principe de rouvrir un volet mobilité dans le CPER. Les discussions vont se poursuivre au-delà de ce contrat et de cette signature aujourd'hui. Nous avons, je le redis aux collègues, je le redis à toutes celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet, réinscrit dans ce contrat de plan État-région les bases du plan de mobilité, du pacte d'accessibilité pour la Bretagne, qui fait consensus entre nous et qui permet de poser les bases de ce que nous voulons pour l'avenir. Les bases que nous voulons pour l'avenir, et je ne les reprends pas toutes, juste dire que nous voulons et la mobilité du quotidien et la vitesse vers Brest et Quimper et la capacité de décarboner la mobilité et la capacité, bien entendu, de faire du fret et de connecter l'ensemble de nos ports notamment, mais aussi de l'Interland rennais vers les autres régions d'Europe, sans oublier le RTMS, bien entendu. Ce sont des sujets sur lesquels nous avons encore beaucoup à inventer, beaucoup à travailler ensemble. Nous rentrerons dans quelques semaines, dans quelques mois, dans des débats sur des plans d'investissement et des plans donc de financement entre nous, collectivités, et avec l'État. Et nous serons au rendez-vous pour poursuivre cette discussion. Mobilité du quotidien, vitesse et fret, tout cela doit aller ensemble. Tout cela doit aller ensemble dans le développement, dans le cadre du développement et de la vie apaisée que nous voulons pour la Bretagne. Je rappelle là aussi, comme sur les sujets de la mer, que nous sommes rattrapés aussi par l'actualité sur ce sujet. Les DSP s'enfoncent dans le rouge, les délégations de services publics en mobilité s'enfoncent dans le rouge avec les hausses de prix du gasoil et les débats que nous avons sur les salaires, et c'est nécessaire. Je pense que nous aurons là aussi, et vous l'aurez avec les autres régions, et vous l'aurez avec les autres autorités organisatrices de mobilité, des sujets brûlants dans les semaines et les mois qui viennent, qui ne doivent pas nous faire dévier par rapport à l'ambition de long terme. C'est toute la joie et la complexité de nos mandats et de nos responsabilités. Et enfin, je ne peux pas ne pas dire un mot sur l'agriculture. Je l'ai dit, j'assume le fait qu'il n'y ait pas eu de signature de volet agricole dans ce contrat de plan État-région, mais je me dois de redire ici, devant vous tous, que la région Bretagne assume massivement sa responsabilité dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Nous sommes dans un contexte particulier, la combinaison de l'invasion russe avec les désordres préexistants sur la logistique, sur le coût de l'énergie, sur les matières premières, sur les impacts Brexit, peuvent mettre en péril une partie de notre activité agricole. Et je redis là aussi qu'il y a plusieurs débats qui se superposent. La nécessaire ambition de décarboner notre agriculture et de travailler à la performance environnementale de cette agriculture, notamment en travaillant à ses circularisations plutôt qu'à l'économie linéaire issue en partie du soja sud-américain, travailler à la sortie des pesticides, et c'est un combat de longue haleine sur lequel nous devons travailler à la performance sociale et environnementale de nos exploitations. Tout cela, nous l'avons en tête. Mais nous devons garder en tête la responsabilité qui est la nôtre de nourrir notre pays et de nourrir l'Europe, puisque c'est ça le cœur de métier de la Bretagne aujourd'hui, contrairement à ce que pensent certains. Nous sommes producteurs pour la France. Notre export, c'est 6% de ce que nous produisons, donc nous sommes bien producteurs pour la France. Nous nourrissons nos villes, nous nourrissons nos métropoles, nous nourrissons Paris. Et l'urgence est importante, vous le savez, car
Nous avons des risques de décrochage dans l'élevage, nous avons des risques d'absence de capacité à produire dans certains secteurs. Et par exemple, si nos producteurs de tomates venaient à couper le gaz, si nos producteurs de tomates venaient à raccrocher le gant, non seulement nous serions dans une situation où nous aurions du mal à redémarrer cette production, mais il faut savoir que c'est 50% de la consommation française qui s'éteindrait. La Bretagne produit 50% de la consommation française de tomates. Alors on peut être contre, mais c'est une réalité. Et la seule autre solution, c'est l'Espagne et le Maroc, qui sont elles-mêmes en train de travailler à des plans de souveraineté qui visent à réalimenter leur marché local. Bref, j'en reste là. Le sujet est passionnant, vous le savez. Le sujet est au cœur de notre identité. Le sujet est au cœur de mon combat. Et je l'ai dit à Julien de Normandie, je serai bien entendu aux côtés du ministre, des ministres, quels qu'ils soient, pour travailler sur ce sujet. Il en va de notre identité, il en va de notre vitalité territoriale, il en va de la responsabilité que j'ai vis-à-vis des agricultrices, des agriculteurs et des marins-pêcheurs. Et bien entendu, il en va de notre liberté de choisir demain notre alimentation. C'est ça l'enjeu. Et puis, bien entendu, c'est une très belle cause pour rassembler largement, pas juste en Bretagne, rassembler largement dans l'ensemble de notre pays. Monsieur le Premier ministre, un plan de résilience a été annoncé. Je sais que vous retournerez très vite à votre bureau pour y travailler cet après-midi. Il est très attendu et je veux vous dire toute la motivation des régions pour y travailler à vos côtés. Je sais que Carole Delga vous l'a déjà exprimé, mais il faut se dire là aussi la vérité. Les besoins financiers de cette nouvelle crise sont énormes et dans le seul champ économique qui est le mien, sans parler du champ de l'action sociale, des solidarités des départements ou l'engagement des communes qui est déjà exceptionnel depuis de nombreux mois sur la Covid et depuis de nombreuses semaines sur la guerre en Ukraine, les moyens sur le seul champ économique sont inatteignables pour une région. L'argent qui a été mis sur le seul champ économique dans la crise Covid dépasse le budget régional. L'argent mis par l'État dépasse le seul budget régional. Et sur la crise ukrainienne, nous serons dans des volumes qui seront nécessairement très, très au-delà des capacités qui seront les nôtres. Mais nous avons notre responsabilité, et la nôtre, c'est d'être à vos côtés et de trouver les solutions pour nous mobiliser en fonction de nos moyens et d'interagir pour faire en sorte d'accélérer les synergies entre les collectivités, je dis bien les collectivités et l'État, et puis pour tirer parti de l'efficience du couple préfet-élu. Et quand je dis préfet-élu, c'est préfet et les élus, sans exclusive pour tel ou tel échelon de collectivité. Et puis pour se dire les choses, je pense que l'État aurait intérêt à regarder les collectivités locales, et notamment dans le domaine économique les régions, pour agir demain, comme on l'a peut-être un peu raté dans le passé, pour ne serait-ce qu'éviter les effets d'aubaine. Parce que je pense que sur ce sujet-là, il y a du grain à moudre. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'appareil d'État, ni même des agents, des fonctionnaires qui travaillent à vos côtés. C'est que nous avons des capacités de faire mieux, d'éviter l'effet d'aubaine, et donc d'éviter les injustices, et d'éviter d'affaiblir notre État, avec une meilleure synergie entre l'État et les collectivités, et notamment les régions, sur le volet économique. Et quand je parle d'effet d'aubaine, il y a un deuxième effet qu'il faut retirer, supprimer, effacer, c'est l'effet pervers. L'effet pervers qui fait que je vous interpelle lorsque je vous rencontre sur Air France Morlaix, qui touche des milliards d'euros, et c'est légitime pour sauver la compagnie, et qui s'échappe au niveau des emplois administratifs ou des réparations d'avions de Morlaix pour aller à Nantes, ou pour changer de modèle, ce que l'on peut comprendre, nous sommes des élus de terrain et on comprend cela, mais par moments, il y a des sentiments et des goûts amers qui naissent d'une mauvaise articulation de nos travaux. Je pourrais dire la même chose sur Renault. Le manque d'écoute de Renault sur Fonderie de Bretagne, connecté à des débats nécessairement importants, puisqu'il en va de l'avenir de ce groupe avec Bercy, génère là aussi des inquiétudes, des incompréhensions et nourrit des colères dans les territoires. Et je pense que nous pouvons faire mieux, et ce n'est pas à cet instant dans ma bouche une critique, ou alors si c'est une critique positive, constructive, pour préparer l'avenir et pour faire en sorte de faire encore mieux demain. Enfin, Monsieur le Premier ministre, je pense que c'est sûrement le dernier contrat de plan État-région signé sous cette forme, parce que nous sommes arrivés au bout du charme des discussions parallèles entre chaque ministère, même si nous avons une très bonne relation avec le préfet en région et avec les services de l'État en région. Nous voyons bien qu'il faut inventer une nouvelle manière de repenser la co-contractualisation, la construction d'outils contractuels entre les collectivités, la région, l'État. C'est un beau sujet sur lequel nous aurons l'occasion d'échanger, j'en suis certain, dans les jours qui viennent. Et puis, quels que soient les gouvernements, d'échanger à l'avenir, c'est un vrai beau sujet pour l'avenir de notre pays. Chaque région est différente, ce n'est pas à vous que je vais le dire. Nous avons à travailler aux typicités régionales. Nous avons réussi, je l'ai dit il y a un instant, sur la mer par exemple, mais que de combats, que d'énergie. Être
en tant que président de région, obligé d'interpeller un président de la République, un Premier ministre, un certain nombre des membres du gouvernement, d'interpeller des parlementaires pour obtenir un budget qui, somme toute, était légitime et normal et qui a été réalisé. Et merci encore à vous. Je pense que nous pourrions, là aussi, inventer de nouvelles manières de faire, de manière à ne pas transformer la ténacité des élus locaux en agacement vu de Paris, mais bien en faisant en sorte que notre ténacité soit au service d'une force collective que nous pouvons construire ensemble. Enfin, nous avons, puisque c'est une fin de quinquennat, à formuler certainement quelques vœux sur des grands objectifs pour demain. Nous avons à travailler ensemble, vous le savez, et je parle là pour le coup en tant que président de région, pour reconstruire des relations entre l'État et les régions. Et je le redis, nous avons la capacité d'assumer certaines responsabilités et d'en rendre compte. Je ne parle pas de nos compétences propres, je parle bien de capacité à assumer certaines responsabilités. Et là aussi, les collectivités savent le faire. Nous sommes même capables, pourquoi pas, de rendre des comptes, y compris devant la représentation nationale. Cela pose aucun problème de montrer ce que nous avons fait de l'argent qui nous est confié, en dehors de nos compétences propres. Ça, ce sont de beaux sujets sur lesquels, à l'avenir, puisque ça n'a pas sa place dans le débat présidentiel, vu la situation dans laquelle nous sommes, ça a sa place dans la réflexion pour l'action publique de demain. Et ça a sa place aussi pour étrangler tous ceux qui pensent que finalement les élus locaux ne servent plus à rien, que les élus locaux seraient finalement un reste de monde d'avant. Je pense que c'est au contraire furieusement moderne et que c'est comme cela, l'État, les collectivités, que nous pouvons préparer là aussi la République moderne de demain. Mesdames, Messieurs, voilà trop rapidement ce que je voulais vous dire ce matin. La guerre écrase tout, mais elle nous rappelle l'essentiel. Elle nous rappelle l'essentiel, la valeur de la démocratie, la valeur de ce patrimoine commun qu'est notre démocratie et qui n'est pas éternel. Nous devons y veiller, nous devons y travailler, c'est un bien précieux que nous devons défendre. C'est un bien précieux que nous faisons vivre ensemble par notre action publique et finalement ce contrat l'illustre à sa façon. Nous pouvons débattre, nous pouvons nous opposer, nous pouvons exprimer des idées différentes, c'est une chance extraordinaire et nous pouvons les faire trancher par les urnes, ce qui est un luxe incroyable. Continuons à faire vivre notre démocratie, continuons à montrer l'élan de l'action publique, c'est finalement la première des réponses que nous faisons au nationalisme de tout poil, qui essaye, à coups de boutoir, de dégrader notre capacité à vivre ensemble et encore une fois d'accompagner les Bretonnes et les Bretons, les concitoyens, les citoyens français, les citoyens européens. C'est ensemble que nous devons vivre, c'est avec ces diversités d'hommes et de femmes que nous devons construire l'avenir. Et les élus qui sont ici devant vous ce matin, Monsieur le Premier ministre, sont des conquérants, sont des hommes et des femmes fiers de leur territoire, fiers de notre pays, fiers de l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là. Je vous remercie. Bevette Brest, vive la Bretagne. Merci à tous.